Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On ne peut pas parler de l'art étrusque sans s'intéresser à l'orfèvrerie. Je vous ai parlé de bijoux, bien sûr. Pendant la période orientalisante, qui débute dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'aristocratie va s'approprier les objets précieux dans le but d'affirmer son pouvoir, ce qui est d'une logique implacable. La noblesse, du coup, collectionne les objets luxueux qui sont importés d'Égypte, de Syrie, de Rhodes, de Grèce, de Mésopotamie, et notamment des fibules en or, des pendentifs, des colliers, des éventails en ivoire, des œufs d'autruche qui sont peints et des vases précieux. Tous ces objets sont décorés d'animaux et de végétaux. Les acheteurs apprécient aussi les animaux fantastiques qui viennent d'Orient, comme le griffon, le sphinx ou les chimères. Les objets sont réalisés sur place par les Étrusques ou les Grecs installés à Caër, à Vulci ou encore à Tarquinia. Le matériel funéraire, découvert dans la tombe par exemple Regolini Gabassi, a livré parmi d'autres objets fabuleux une grande fibule en or à disque ornée de lions passants, encore une fois motif oriental, sans recherche à un objet de facture locale. L'orfèvrerie étrusque est magnifiquement représentée par la célèbre chimère d'Arezzo, qui est réalisée au IVe siècle avant Jésus-Christ, et par la louve du Capitole datée de la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. L'époque hellénistique voit l'apparition d'objets de luxe en bronze ou en cuivre à décors gravés, comme les miroirs et les cistes. Alors les cistes, c'est des boîtes utilisées par les femmes, vous savez, pour ranger leurs objets de toilette. Ils sont décorés de scènes de la vie quotidienne ou issus de la mythologie grecque. Des cahiers de modèles matérialisés sous la forme de plaquettes en bois peintes, des dessins sur toile ou des tessons de céramique circulent comme ça d'atelier en atelier. L'orfèvrerie étrusque perdure jusqu'à l'époque impériale. Les objets précieux mettent en lumière la fusion entre les traditions étrusques et celles d'autres peuples italiens. La grave crise économique qui affecte les grandes cités d'Étrurie méridionale comme Cerveteri, Tarquinia ou Vulci au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ marque un net ralentissement dans la mode des objets d'origine grecque. Le 4e siècle avant Jésus-Christ toujours marque un grand renouveau, lui, culturel. Les artisans étrusques donc fabriquent des objets métalliques, des armes, des rasoirs, des ustensiles agricoles, des vases, des récipients de facture supérieure à celle des produits des autres peuples, il faut le savoir. Les récipients en bucchero, dont je parlais tout à l'heure, se répandent rapidement dans tout le bassin méditerranéen. Le commerce étrusque débute à l'époque villanovienne avec les Sardes, alors là on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils entretiennent des contacts commerciaux avec les Grecs, les Eubéens, les Corinthiens, les Phocéens, les Athéniens. Ces liens s'élargissent au siècle suivant avec la Grèce orientale, avec Corinthe, avec Rhodes ou encore en Attique. Enfin, au VIe siècle, les Étrusques se rapprochent de Carthage. Le commerce maritime est très florissant, favorisé par un littoral riche en criques, en plages, en lagunes, en îles et évidemment en promontoires. Il faut savoir ce qui se passe, ce qui arrive. Les cités importantes qui se trouvent dans l'arrière-pays, elles sont reliées au port par un réseau de routes et de ponts. De nombreux Grecs, installés en Étrurie, bénéficient de la situation de résidents. Ils ont le droit de produire, de commercer, de construire des temples et de pratiquer leur propre culte. Les échanges sont facilités par la proximité des escales, les unes des autres, sur les routes commerciales. Sauf que la loi étrusque stipule quand même que les navires ont l'obligation de rester près des côtes et doivent donc jeter l'ancre la nuit uniquement. Les échanges sont facilités par la proximité des escales les unes des autres sur les routes commerciales. Toutefois, la loi étrusque stipule quand même que les navires ont l'obligation de rester près des côtes et doivent jeter l'ancre la nuit. Les navires de commerce se reconnaissent à leur forme bombée, leur coque arrondie, la poupe recourbée, la proue pointue, la voile carrée et un mât unique se terminant en nid de pie. Ça doit vous rappeler quelque chose puisque ça ressemble beaucoup aux navires romains qui vont arriver plus tard. Si les Étrusques n'ont pas inventé l'ancre, ils la perfectionnent. Leurs navires de guerre sont plus longs, plus élancés et possèdent 1 ou 2 rangs de rames. Là aussi, on va retrouver ça plus tard chez les Romains. Les Étrusques acquièrent rapidement une réputation de redoutables pirates, j'y reviendrai. Ils ont aussi inventé une voiture à 2 roues couverte d'une bâche demi-circulaire qu'on appelle le carpentum, qui répond aux nécessités commerciales. L'Étrurie bénéficie donc de multiples réseaux tissés par l'élite étrusque via la Méditerranée et la mer Tyrrhénienne. Le commerce est très dynamique et en plus, les techniques grecques sont transmises aux artisans locaux. Par exemple, la purification de l'argile à haute température est un procédé qui a vu le jour en Grèce.
Mais la réciproque existe, faut pas croire. Des objets de fabrication étrusques en bronze et en bucchero ont été découverts dans le midi de la France. Les objets étrusques les plus couramment découverts dans le sud de la France sont les amphores d'huile d'olive et de vin exhumés en Provence et en Corse. On les retrouve également en Sardaigne, à Carthage et en Sicile. Les peintures grecques sont également très recherchées en Étrurie. Enfin, très tolérants, les Étrusques acceptent la pratique des cultes grecs et phénico-puniques, et ils sont même prêts à adopter les dieux des autres peuples. Pour eux, la religion revêt une importance extraordinaire. Les auteurs antiques d'ailleurs les qualifient du plus religieux des peuples. Dans la pensée étrusque, justement, on va revenir sur la religion, le destin de l'humanité dépend des forces cosmiques qui ne sont pas représentables. La nature joue un rôle de premier plan, ça c'est très souvent le cas. Les hommes ne peuvent modifier le cours de leur destin, mais ils peuvent connaître les intentions des divinités. Pour ça, ils s'adressent à des prêtres et des devins qui se transmettent des méthodes inductives par oral, de père en fils ou de maître à élève. Ils inscrivent ensuite leur savoir dans des livres prophétiques. Alors il en existe de trois sortes. Les livres Aruspicino, les livres Fulguro et les livres rituels. Alors là, attention, prenez un aspirine. Les livres Aruspicino se rapportent à ce qu'on appelle l'hépatoscopie. Alors, c'est quoi l'hépatoscopie? Vous allez me dire, au secours, c'est l'examen du foie, vous savez, d'un animal sacrifié. Ça apparaît à la fin du 2e millénaire en Mésopotamie, au sein des cours assyriennes et chaldéennes. On ignore d'ailleurs comment elle a été transmise aux Étrusques, peut-être d'ailleurs par les Phéniciens, c'est possible. L'aruspice examine donc l'état des entrailles des animaux sacrifiés, en particulier le foie. Il faut savoir que cet organe volumineux, gorgé de sang, est considéré par les devins comme le siège de la vie. Ils n'ont pas encore compris que c'était le cœur. La moindre anomalie suscite aussitôt une attention particulière. Mais c'est intéressant aussi parce que vous savez qu'aujourd'hui, les maladies du foie sont très importantes, très graves à ce point-là. Cet examen est un moyen de sonder les intentions des dieux parce qu'il reflète l'état du monde au moment où l'animal a été abattu. Et en effet, pour les Étrusques, le monde, si vous voulez, est un tout. C'est assez proche des Chinois, parfois, pour certains aspects. Le modèle de foie en bronze découvert à Plaisance, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, nous donne des infos assez précieuses sur l'étude et l'interprétation de l'organe par les devins. Il sert de référence pour la lecture des présages dans le foie des animaux. Le foie est divisé en plusieurs compartiments, chacun associé au nom d'une divinité. Plusieurs statuettes montrent comment s'habillent les aruspices. Tunique longue blanche, manteau noir à franges fermé par une fibule, les nœuds et les lacets sont strictement interdits, et un chapeau conique.